Bonsoir à tous, heureuse d'être avec vous pour clôturer le week-end. Nous sommes le dimanche 23 février et voici le sommaire. Pas de miracle pour l'Étoile de Monaco qui a perdu son 4e match de poule hier soir face à Franconville. Les Monégasques devront désormais se concentrer sur les barrages pour rester dans l'élite de la gymnastique française. Comment regardez-vous le sport? Nous allons nous intéresser à cette plateforme DAZN qui séduit de plus en plus les fans, notamment de football et de basket, avec notre invité Nicolas Bermond, consultant média. Monaco vient d'être élu meilleure destination européenne 2025. À quoi doit-on cette belle distinction? Nous répondrons à cette question dans un instant, dans un reportage. Il mêle ironie et tragédie. Le film Les Bonnes Femmes est à voir ou à revoir au Théâtre des Variétés mardi. En fin d'édition, Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel, nous dévoilera l'intrigue de ce long métrage basé sur l'histoire de 4 jeunes parisiennes en quête de liberté. Nous ouvrons donc ce journal sur de la gymnastique et cette déception pour l'Étoile de Monaco qui recevait à l'Espace Saint-Antoine hier Franconville. Il s'agissait du dernier match de poule du top 12 de gymnastique masculine. Les Monégasques ont été dominés dans chacun des 3 agrès et se sont inclinés logiquement face au club parisien. Pour autant, le groupe garde l'espoir de se maintenir en première division. Récit de Gaëtan Lebrun sur des images de Lionel Bernardi. Pas d'exploit pour les gymnastes de l'Étoile de Monaco, malgré un début de match serré entre 2 équipes qui se sont rendues coup pour coup. Dans la première épreuve, le saut de cheval. Le résultat. Le duel est remporté par Monaco, 13-200 contre 13-066. Franconville a ensuite pris le large en dominant nettement les Monégasques au cheval d'arçon, en remportant les 4 duels jusqu'à mener 22-10 avant le 3e et dernier agrès. La barre fixe a plutôt bien réussi au rouge et blanc grâce à 2 belles réceptions de Fabrizio Valle et Kevin Crovetto qui ont permis à l'Étoile de Monaco de réduire l'écart. Score final 29-19 Franconville. On a fait des petites erreurs qui nous coûtent beaucoup de points sur des duels serrés comme ça. Il faut être irréprochable. On a fait 2-3 petites erreurs, pas graves, mais bon, qui font pencher la balance de leur côté. En contrepartie, ils ont fait un super match, donc il n'y a pas trop de regrets à avoir. Aujourd'hui, ils ont été meilleurs, on a été un petit peu en dessous, mais on a fait un super match d'équipe et c'est ça le plus important. Avec cette 4e défaite en autant de rencontres, l'Étoile de Monaco termine à la 12e et dernière place de cette phase de poule. Objectif maintenant, se maintenir dans l'élite de la gymnastique française et apprendre de ses défaites pour s'améliorer. On répète jusqu'à ce que lever le bras et faire un complet, ça devient un automatisme en fait. Il n'y a que ça, la répétition. C'est comme tout, quand on le répète plusieurs fois, après on ne réfléchit plus et on réalise. On s'est servi vraiment d'aujourd'hui pour se préparer pour le 15 mars et on a rajouté les nouveautés, les éléments qu'il fallait pour être plus performant le 15 mars. L'Étoile de Monaco jouera son match de barrage dans 3 semaines face au 9e du top 12 gymnastique Cascolle, avec à la clé le maintien en première division de gymnastique. Dans le registre du sport toujours, nous allons nous intéresser à cette plateforme britannique que l'on surnomme le Netflix du sport. DAZN offre une large gamme d'événements en direct et à la demande par le biais d'abonnements mensuels attractifs. Le consultant média Nicolas Bermond est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. DAZN est souvent présenté comme le Netflix du sport et comme le futur de la diffusion d'événements sportifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description? Oui, si on veut. Écoutez, il y a un nouveau moyen de consommation aujourd'hui du sport qui se passe plus seulement sur les bons vieux canaux traditionnels de la télévision, mais qui se passe sur des plateformes digitales. C'est le cas de DAZN aujourd'hui, qui est une plateforme OTT. Donc on a vu au-delà de la France, que c'est une plateforme qui marche dans les autres pays du monde. Ça a été lancé en Italie où ils ont racheté les droits du football. Ça a été lancé en Allemagne où ils ont notamment les droits NBA, maintenant en France. Donc voilà, je pense que c'est un nouveau moyen de consommer pour les gens, que le sport ne se consomme plus uniquement sur la bonne vieille télévision, mais qu'il faut maintenant utiliser les tablettes, le téléphone et les différentes plateformes OTT qui passent par l'Internet pour pouvoir consommer du sport, que ce soit du direct ou du différé et des différents documentaires. La plateforme, donc, elle est spécialisée dans le sport, mais quel est le sport le plus porteur? Alors pour la France, évidemment, c'est le football, hein. On ne va pas se voiler la face. Je pense que
Ça écrase tout un petit peu aujourd'hui dans tous les pays d'Europe. Donc le football reste leader, que ce soit d'un point de vue du nombre de fans, mais également d'un point de vue économique. Mais ensuite, il peut y avoir des boosters derrière, comme le basket, qui est un parfait exemple, qui, eux, peuvent apporter un autre intérêt, un autre public, une autre vision du sport. Donc je pense que c'est tout dans l'intérêt de DAZN de vouloir se développer, pas seulement se focaliser sur le football, mais aussi développer, comme je l'ai dit, son portefeuille pour amener une nouvelle fanbase, comme on dit, pour pouvoir exploiter la plateforme et tout l'éventail de sports qui représente. Et est-ce que selon vous, le championnat de France, à lui seul, peut-il mobiliser l'audience ? C'est une bonne question. Écoutez, je pense que déjà la NBA et le championnat de France, c'est quand même deux produits un peu différents. En tout cas, c'est deux produits qui se consomment de manière différente. On a d'un côté la NBA avec des matchs qui se jouent en plein milieu de la nuit, tous les soirs. Donc peut-être que les fans auront plus tendance à regarder des matchs en différé ou regarder des résumés ou des highlights. Et à côté de ça, on a le championnat de France qui, lui, se joue une fois par semaine. Avec, on le sait quand même, une appétence particulière pour le public français d'aller suivre ces équipes directement dans la salle. Donc peut-être que là encore, il y a un rôle des grands médias français à jouer pour donner plus de visibilité à ce basket français, notamment en utilisant les locomotives qu'on connaît, qui sont Monaco, Paris, Lasvel. Mais voilà, je pense que le championnat de France, en tout cas pour répondre à la question, je pense que oui, il peut avoir bien évidemment un intérêt à lui tout seul. Je pense qu'il a surtout un très très gros potentiel. C'est aujourd'hui peut-être la deuxième ligue de basket en Europe la plus forte. Et puis moi je pars du principe que si on aime ce sport, on sait apprécier tout type de basket. Une dernière question, on a vu que la Formule 1 que DAZN diffuse s'était engagée sur une nouvelle voie, celle de la starification. L'objectif, mobiliser l'audience. Est-ce que selon vous, c'est le chemin à suivre ? Oui, alors moi je vais vous dire, je pense que la starification elle a déjà commencé il y a 30 ans avec la NBA. Quand on voit qu'ils nous ont ramené la Dream Team, quand on voit que Michael Jordan était un véritable panneau publicitaire à lui tout seul, en plus d'être le meilleur joueur de tous les temps. Donc, voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant avec la NBA, c'est que les fans à travers le monde, notamment grâce à cette starification, ont tendance à suivre peut-être des joueurs plus qu'une équipe. On voit par exemple que si un joueur est transféré, le fan va changer d'une équipe à l'autre du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans la culture européenne. Donc voilà, c'est assez intéressant. Après, oui, la Formule 1 l'a très bien fait. Ils ont bien su le mettre en image avec les moyens qu'on connaît. Il y a beaucoup d'autres sports et d'autres ligues qui ont suivi. Moi, je pense que les athlètes ont tout intérêt, en tout cas, à donner un peu plus d'eux-mêmes, on va dire, dans leur façon de communiquer face aux médias, dans leur façon de s'exposer face aux fans. Ça a énormément évolué ces dernières années. Et on voit que les Américains, ça l'ont très bien compris. Il y en a beaucoup d'athlètes qui ont monté leur propre maison de production. Ils sont suivis toute la journée par des caméras. Donc voilà, peut-être que ça enlève un peu cette part de rêve, étant donné que ça rend l'athlète plus accessible, je ne sais pas. En tout cas, moi, d'un point de vue personnel, la Formule 1, ça a marché sur moi. Je suis tout à fait retombé dedans depuis quelques années. Voilà. Et peut-être aussi grâce à Charles Leclerc, notre star nationale. Merci beaucoup Nicolas Bermond d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Revenons-en au football et à ce match de Ligue 1 perdu hier soir par l'AS Monaco face au LOSC. Mal embarqué dès le début de la rencontre avec un doublé d'Haraldsson, les Monégasques ont réussi à réduire l'écart juste avant la pause grâce à Takumi Minamino. Bien que plus dominateur en seconde mi-temps, les hommes d'Adiutor n'ont pas réussi à retrouver le chemin défilé face à une solide défense lilloise. Avec ce score de 1, les nordistes atteignent provisoirement le podium. De leur côté, les rouges et blancs éliminés il y a quelques jours de la Ligue des Champions recevront vendredi prochain et tenteront de se relancer dans la course à l'Europe. Une belle reconnaissance pour la principauté et tous les acteurs du tourisme. Monaco a été couronné meilleure destination européenne 2025 par le European Best Destinations Board, organisme de promotion touristique de référence. Qu'est-ce qui séduit tant les visiteurs? Réponse dans ce reportage de Sarah Villemain et Camille Caloni.
Monaco représente dans le monde entier le luxe et l'élégance. Élu meilleure destination d'Europe pour l'année 2025, ce titre prestigieux vient récompenser des années d'efforts pour faire rayonner la principauté. Il y a plusieurs raisons. C'est bien évidemment tous les efforts qui sont faits par la direction du tourisme pour développer la notoriété de la destination auprès du plus grand nombre, en particulier sur les marchés les plus importants pour la destination. C'est aussi beaucoup d'investissements de la part de nos partenaires pour embellir leurs établissements, créer des nouveaux concepts. C'est aussi une reconnaissance pour les valeurs d'un tourisme toujours plus responsable et d'un tourisme qui prône l'excellence partout pour l'ensemble des touristes, aussi bien ceux qui logent dans les hôtels que ceux qui visitent la principauté. Parmi les acteurs majeurs du tourisme monégasque, la Société des Bains de Mer joue un rôle important. Propriétaire de plusieurs hôtels, restaurants et casinos, elle offre une image prestigieuse de la principauté. C'est une belle victoire collective, c'est une victoire d'équipe. C'est la victoire du gouvernement princier, de la direction du tourisme, mais de tous les acteurs aussi, bien sûr, de l'hôtellerie, de la restauration, mais de la culture, des musées. C'est aussi la propreté, la sécurité de Monaco. Donc voilà, c'est vraiment une victoire de toute l'équipe, de toutes celles et tous ceux qui travaillent au quotidien pour animer la principauté et offrir à nos visiteurs une expérience exceptionnelle et unique, reconnue donc aujourd'hui par 6 millions de gens qui ont voté. Nous avons beaucoup fait depuis 2 ans. Nous avons rénové des établissements comme le Café de Paris. Nous avons rouvert le New Moods. Nous avons créé le restaurant Amazonico. Récemment, le restaurant Marlot. Nous avons lancé la rénovation de l'hôtel Hermitage, du Monte Carlo Bay. Nous avons fait aussi, j'y tenais beaucoup, depuis 2 ans, d'énormes efforts pour faire de la place du Casino un lieu magique de féerie de Noël. Et cela est reconnu, puisque des millions de vues donc, en attestent. Et nous avons par exemple reçu 23 000 personnes, donc 50% de plus que l'année précédente pour le 31 décembre. Cette distinction a un impact direct sur le secteur hôtelier. Monaco, connu pour son service d'excellence et son offre haut de gamme, voit chaque année sa fréquentation touristique progresser. Au niveau de la fréquentation d'établissements, nous avons noté effectivement une augmentation de fréquentation de la part de certains marchés sources, notamment les marchés d'Amérique du Nord qui sont bien plus présents, mais également d'Amérique du Sud. Nous allons poursuivre nos efforts déjà engagés afin de maintenir cette première place et effectivement d'avoir une satisfaction toujours plus importante de nos clients de façon à ce que ces clients satisfaits parlent à d'autres clients qui eux-mêmes viendront découvrir notre belle destination. En décrochant ce titre, Monaco confirme son excellence et son attractivité. Un succès grâce à l'engagement de ses acteurs touristiques qui ont un défi clair, continuer à innover pour rester à la tête du classement dans les années à venir. Un classement qui a été cette année établi sur la base d'un nombre record de votes de plus d'1 200 000 voyageurs dans près de 160 pays. Prenons à présent la direction du Monténégro, où le président du Conseil national, Thomas Brezzo, s'est rendu cette semaine pour s'entretenir avec son homologue monténégrin. Une visite officielle pour renforcer les liens entre ces 2 petits États d'Europe. Crisinda Tomel et Thomas Deus étaient sur place. Accompagné de Guillaume Rose, le président de la Commission du patrimoine et directeur général exécutif du MEB, le président du Conseil national, Thomas Brezzo, a commencé sa journée lundi à Podgorica en rencontrant dans la matinée Andrija Mandić, le président du Parlement monténégrin. L'objectif de cette rencontre, discuter des possibilités de coopération et nouer des éventuels partenariats afin de renforcer les relations entre les parlements des petits États d'Europe. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer, je pense qu'aujourd'hui, le poids des instances internationales est de plus en plus grand sur les pays, quels qu'ils soient, petits ou grands. Il est davantage, bien sûr, pour les petits États que nous sommes. Et effectivement, renforcer la coopération entre les différents États pour arriver in fine, et ça c'est le but auquel je souhaite parvenir, avoir une coopération plus globale entre ces 10 petits États nous permettra de peser de manière globale et en groupe, en fait, dans le cadre des votes qui ont lieu dans le cadre de ces instances internationales. D'où l'intérêt, pour moi, je pense, de réunir l'ensemble de ces petits États dans le cadre d'une convention ou autre. C'est encore à déterminer,
mais d'arriver justement à une politique commune et pouvoir compter les uns sur les autres lorsqu'il y a un vote qui va concerner l'un d'entre nous. Au cours de cette visite, plusieurs axes de collaboration ont donc été abordés, tels que la protection de l'environnement marin, l'éducation, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le développement du tourisme durable ou encore l'attractivité économique. L'attractivité économique, c'est énorme et surtout, c'est la diplomatie économique, y compris la diplomatie parlementaire, qui sont aujourd'hui les meilleurs atouts pour un petit pays. Et entre petits pays, c'est-à-dire entre le Monténégro et Monaco, nous avons des points communs absolument énormes. J'ai donc pu non seulement discuter avec les ministres, mais aussi avec le président de l'attractivité économique monégasque, mais aussi j'ai l'occasion de rencontrer la présidente de la Chambre de commerce du Monténégro, avec qui je devrais pouvoir monter probablement une opération en 2026 qui est tout à fait intéressante et qui pourrait bénéficier aux entreprises monégasques. Donc c'est vraiment un voyage gagnant pour moi, puisqu'aussi bien du point de vue parlementaire, où nous avons pu enrichir nos pratiques, que du point de vue économique, où nous avons pu soigner l'attractivité, on a fait coup double. Le point majeur de cette visite est la possible signature d'un accord de coopération entre les deux parlements visant à offrir un cadre juridique pour élargir et renforcer la collaboration entre Monaco et le Monténégro. Uzimajući u obzir da su i Crna Gora i Monako turističke zemlje, mislim da postoji mnogo primjera za saradnju naših preduzetnika i preduzetnika iz Monaka. Mi smo za jednu malu zemlju, zemlja koja je najmanje naseljena, imamo sjajne planine, imamo prelijepu obalu, imamo nasmijane i dobre ljude i želimo da posebno u oblasti Mediterana budemo bliski sa onima koji su daleko ispred nas po turističkoj ponudi. Monaco est une des zemalja na koju bi voljeli da se ugledamo. Lors de ce déplacement, Thomas Brezzo a également eu l'opportunité d'échanger avec les autorités monténégrines, dont le président Jakov Milatović et le premier ministre Milojko Spajić. Vous l'aurez donc compris, une visite qui a permis de renforcer les relations entre Monaco et le Monténégro, tout en consolidant les liens interparlementaires entre les petits États d'Europe. Vous l'avez sûrement constaté en pharmacie, certains médicaments ne sont plus vendus librement depuis quelques mois. Une ordonnance est désormais nécessaire pour se procurer par exemple les traitements anti-rhume à base de pseudoéphédrine. D'autres changements sont prévus pour le mois de mars. Le point complet avec Émilie Flamin et Arnaud Imbert. Actifed Rhume, Humex Rhume, Nurofen Rhume, mais où sont passés ces médicaments qui d'ordinaire étaient exposés dans les officines? Donc maintenant, ils sont à l'intérieur du tiroir. Avant, ils étaient exposés devant la pharmacie, maintenant, ils sont dans les tiroirs. Désormais, ils ne sont délivrés que sur ordonnance. En cause, la pseudoéphédrine, la molécule décongestionnante pour le nez. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'effets indésirables graves qui sont très peu fréquents, mais très graves, comme des troubles neurologiques et des AVC. Depuis cette nouvelle règle, les pharmaciens se sont rendus compte que ces médicaments étaient très peu prescrits, notamment parce qu'il existe des alternatives avec moins de risques d'effets secondaires. On reste avec les règles hygiéno-diététiques de base, se laver le nez et prendre un peu de vitamines. Et on a aussi des plantes, on a des solutions à base de phytothérapie, et à base de plantes et de huile essentielle, oligothérapie, qui fonctionnent très bien pour soulager les symptômes du rhume. Autre changement, à partir du 1er mars, les médicaments contenant du tramadol ou de la codéine seront délivrés avec une ordonnance sécurisée. On s'est aperçu qu'il y avait trop de mésusages et trop de fraude concernant ces médicaments-là qui sont assez dangereux. Ces médicaments qui peuvent vite, qui sont très addictifs et qui peuvent vite faire des dérives. La durée de prescription de ces médicaments va également être réduite à 3 mois au lieu des 6 mois ou 1 an actuels. Cela ne vous aura pas échappé, le temps est gris en ce moment, l'occasion de profiter d'un bon film dans les salles obscures. Mardi, l'Institut audiovisuel propose la projection du long métrage Les Bonnes Femmes au Théâtre des Variétés. Dans cette œuvre, le réalisateur Claude Chabrol dépeint le quotidien de 4 jeunes vendeuses parisiennes en quête d'amour et d'évasion. Le directeur de l'Institut, Vincent Vatrican, en dévoile un peu plus dans cet entretien mené par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film de Claude Chabrol de 1960, Les Bonnes Femmes. Alors, Les Bonnes Femmes, rien que le titre, on se dit, tiens, c'est un film macho. Est-ce que c'est ça ou au contraire, c'est l'inverse, un film assez féministe?
C'est une excellente question. Ça m'arrive. La réponse, vous l'avez évidemment donnée, mais il faut rappeler qu'à l'époque, le film a été justement pris pour tout à fait l'inverse. D'accord. Notamment parce que la campagne publicitaire qui avait été faite autour du film laissait entendre que le spectateur allait voir 4 bonnes femmes très jolies, mignonnes à croquer. Effectivement, quand les gens, en tout cas après la première, sont sortis de la salle, ils ont été absolument effarés de ce qu'ils ont vu et ont crié au scandale. Ce qui quand même... Parce que ce sont des femmes plutôt libérées finalement, notamment dans leur vie. Et très libres et dans les gestes et dans la parole. À telle enseigne que le distributeur, enfin pas le distributeur mais les producteurs, les frères Hakim, ont imposé à Chabrol 20 minutes de coupure sur le film. Ah oui. Et le film a été exploité jusqu'aux années 2000 dans cette version tronquée où je n'ai pas en tête précisément tout ce qui a disparu et qui, fort heureusement, a apparu dans les versions d'aujourd'hui, dans la version qu'on va proposer, des répliques, notamment des scènes dialoguées, où le langage cru de ces 4 jeunes femmes était absolument, à l'époque, inaudible pour la gente masculine. Est-ce que c'est audible aujourd'hui ? Moi je crois, c'est un film qu'il faudrait montrer, remontrer, notamment on dirait à l'heure de MeToo. C'est un film qui devrait retrouver sa juste place. Donc de quoi est-il question ? 4 jeunes femmes. 2 de ces personnages sont interprétés par Stéphane Audran, qu'on connaît évidemment pour avoir été la femme de Chabrol et une comédienne plusieurs fois utilisée dans ses films, et Bernadette Lafont, bien sûr. Qui est superbe, femme enfant, femme monstresse, femme sorcière, femme libérée. Bernadette Lafont en fait. Bernadette Lafont. Et ces 4 jeunes femmes travaillent toutes dans le même magasin d'électroménager où on attend le client qui ne vient jamais et où elles ont l'air de perdre l'essentiel de leur vie, qu'elles essayent de récupérer le soir en allant draguer et essayer de... parce que certaines ont encore l'âme pure et l'envie d'une liaison durable, de conquérir l'homme de leur vie. Mais évidemment, c'est un film plutôt noir et ça ne se passe jamais comme elle le souhaite. Eh bien, allons voir donc les bonnes femmes de Claude Chabrol. Merci Vincent. Merci Fabien. Je rentre à la maison. Ah, moi aussi, tiens, j'en ai marre. Ah, faut pas charrier, quoi. Ah, si je te dis, j'en ai marre. Viens, on rentre. Bonsoir. Bonsoir. Comptez 8 € pour le tarif plein et 4 € pour les moins de 25 ans. Pour les réservations, rendez-vous sur le site de l'Institut audiovisuel ou appelez le numéro qui s'affiche. Après le cinéma, passons à un autre art, la musique. Hier soir, le public a assisté à un moment suspendu au sein de l'église réformée. Au cœur de Monaco, la bâtisse offre une acoustique extraordinaire, ce qui a permis aux 2 musiciens David Lefebvre et Catherine Nikitine de donner vie au premier concert de la voûte, autour notamment d'un compositeur né à Monaco au 19e siècle. Marie Bonnet-Blanc et Camille Caloni. Chaleureux,
Convivial, c'est le mot d'ordre de ces soirées. Le but, rester en petit comité et laisser jouer un petit nombre de musiciens qui sont fiers de partager des morceaux inédits avec le public. Et c'est vraiment conçu pour plaire à la fois aux mélomanes avertis, parce qu'on joue des raretés. Par exemple, ce soir, on fait la création d'une pièce qui n'avait jamais été jouée à Monaco, alors que le compositeur était né à Monte-Carlo, Franz Schreker. Mais il y a aussi des pièces très célèbres qui peuvent plaire au public néophyte. Et on fait exprès des concerts très courts pour que ce soit léger et que notre capacité de concentration à tous ne soit pas trop fatiguée. La réussite de ces concerts repose sur le lieu. Évidemment, cette église n'a pas été choisie au hasard, mais pour son acoustique parfaite grâce au bois, au marbre, mais aussi à une belle hauteur sous plafond. Il y a, j'ai envie de dire, tout le monde va comprendre, des good vibes. Il y a des bonnes ondes. Je pense qu'il y a des ondes positives, des ondes où la musique est prête à vibrer, la musique est prête à se développer dans ce lieu-là. Les concerts de la voûte auront lieu tous les 3e samedis de chaque mois, suivis d'un verre de l'amitié après chaque représentation. Prochain rendez-vous donc samedi 22 mars. Le concert sera donné en l'honneur de la Journée internationale des droits des femmes. Cette édition touche à sa fin. Merci pour votre fidélité à Monaco Info. Ne manquez pas ce lundi le podcast d'Alex Vizorek. Le comédien pilier de l'humour belge s'est confié au micro de Geneviève Berthy alors qu'il était de passage en Principauté pour se produire sur la scène du Smaklek au Méridien Beach Plaza la semaine dernière. À suivre votre météo présentée par Marie Bonnet-Blanc. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. C'est Émilie Rousseau qui prendra les commandes de votre JT demain. Bonne soirée. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire le point sur le temps de demain et malheureusement malgré quelques éclaircies dans la matinée, le soleil ne devrait pas revenir en ce début de semaine. Demain après-midi, le ciel sera nuageux. Côté température, il fera 12 degrés le matin et puis dans l'après-midi, il fera seulement 13 petits degrés. Et en ce 24 février, nous fêterons la Saint-Modeste, mais ce sera aussi la journée internationale des barman. Alors si vous prenez le temps de consommer un verre en terrasse demain, c'est l'occasion de penser à tous ceux qui font vos boissons. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.